Bonsoir, euh, Déborah Lévy-Berthera. Je suis ravie de te recevoir ici au nom du cercle de généalogie. Sur le chat, vous trouverez l'adresse de notre site. Rejoignez-nous. Nous avons beaucoup de documents. Nous pouvons vous aider vraiment pleinement et nous sommes très nombreux à pouvoir vous aider. Alors, Déborah Lévy-Berthera, tu es MCF à l'École normale supérieure d'Ulm en littérature comparée. Et ici, je t'invite non pas comme spécialiste universitaire de haut niveau, mais parce que tu as écrit ce livre sur la terre des vivants, dont le titre nous fait particulièrement chaud au cœur. Tu parles de ta famille paternelle, tes arrière-grands-parents, que je te laisserai nommer, hein, Lévy, Elkan Lévy, euh, Fitte Frederica Nelipman, les enfants, hein, Manfred, les garçons, Manfred, Kurt, ton grand-père, il y a Senta, Edith, Erma, tu te concentres sur les trois sœurs surtout, mais pas seulement. À la fin du chapitre premier, tu écris « Comment écrire des souvenirs qui ne sont pas les vôtres ?» Témoigner de ce qu'on n'a pas vu. À cette difficile question que tu poses, tu réponds par ton livre. Un témoignage au second degré et aussi un magnifique roman. Car tu es écrivain. Alors, je sais que tu veux que tu dises que tu es écrivaine. Donc, pour te faire plaisir, je dirais que tu es écrivaine. En tout cas, ça revient au même. Et ce que tu écris nous est très précieux, nous sera très précieux au cercle de généalogie. Donc, j'invite les auditeurs, ceux de maintenant et ceux qui t'écouteront lorsque cette conférence sera enregistrée et mise sur YouTube du cercle de généalogie, à lire ton livre. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est écouter. C'est à toi. Merci beaucoup Claire pour cette très belle entrée en matière. Merci au Cercle de généalogie juive pour cette invitation, qui est pour moi un grand honneur parce que je ne suis pas du tout versée dans la généalogie, ni historienne, donc je me sens toute petite. J'ai eu l'impression en t'écoutant Claire qu'il y avait un petit blanc, donc je voulais vous demander s'il y a un problème de connexion pendant que je parle, de ne pas hésiter à m'interrompre pour me le signaler, que ce soit un problème pour mes images ou pour l'audio. Voilà, donc je vais vous présenter cette famille qui est la mienne et que paradoxalement j'ai découverte récemment parce que j'en savais en fait très peu de choses. Parce que c'est le côté de mon grand-père paternel. Je pense que du côté des femmes, on a plus de récits peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un grand-père que je n'ai pas connu, dont j'ai très peu connu la fratrie. C'est peut-être une des raisons. L'autre raison, ça pourrait être que c'est une histoire allemande. Je ne sais pas l'allemand, je n'étais jamais ou presque jamais allée en Allemagne. Cela fait que c'était mystérieux, très mystérieux. Et c'est vraiment à l'occasion de l'écriture de ce livre que je me suis plongée dans tous les sens du terme dans cette histoire. Voilà, donc je voudrais partager avec vous des images qui vont vous donner un peu à voir le contexte et les visages de cette famille. Parce que j'avais quand même quelque chose, c'était des photographies. Mon grand-père était photographe et je pense qu'il y avait déjà peut-être avant lui dans la famille un goût pour les photos. Donc j'avais quelques photographies, je vais vous les montrer, vous expliquer un peu aussi ce qu'était cette famille, une famille qu'on pourrait dire ordinaire et qui devient d'une certaine façon comme les 6 sur 6 millions de Daniel Mendelssohn, une histoire exemplaire de ce qu'a été la vie des Juifs d'Europe et d'Allemagne en particulier dans ce XXe siècle. Ici, vous voyez tout simplement la couverture du livre avec le bandeau qui représente de façon un petit peu abstraite mes 3 grands-tantes. Je vais partir en fait d'une autre photographie, qui est une photographie que j'ai prise quand j'avais 9 ans, dans le jardin de ma grand-mère à Haïfa.
et qui représente donc à droite ma grand-mère et à gauche mes deux grands-tantes, ses belles-sœurs, c'est-à-dire les sœurs de mon grand-père, Edith et Irma. Et cette photographie est un petit peu une sorte de pierre de touche dans mon récit, à laquelle je reviens souvent pour essayer de comprendre comment peut se dessiner pour moi l'archéologie de l'histoire familiale, puisque j'ai connu donc ces deux grands-tantes, les deux sœurs de mon grand-père, les deux seuls survivants de la fratrie. Et évidemment, je ne leur ai jamais posé aucune question. J'avais d'ailleurs très peu de moyens de communiquer avec elles, puisque nous n'avions pratiquement pas de langue commune. Et d'autre part, je n'aurais, même si on avait une langue commune, je n'aurais pas osé. Et toutes les deux, donc je vais retirer le prénom de ma grand-mère, Sarah, puisque c'est des deux grands-tantes, ces belles-sœurs, les sœurs de mon grand-père qu'il va s'agir. L'une et l'autre me semblaient représenter un peu dans la légende familiale chacune une forme de sacrifice. Edith parce que elle avait épousé le veuf de sa sœur aînée Zenta, morte jeune, avait laissé un veuf et deux fils, et Edith s'est mariée avec son beau-frère, ce que je trouvais déjà assez étrange. Et surtout Irma, qui était l'objet d'une autre légende, c'était qu'elle avait volontairement suivi sa mère au camp de Theresienstadt, alors qu'elle n'était pas sur les listes, et qu'elle aurait donc pu échapper en fait à l'arrestation, qu'elle était donc partie en disant « je suis infirmière, ma mère est âgée et je dois la soigner ». Donc je partais avec ces deux légendes sur lesquelles, encore une fois, je ne posais pas de questions. Je vais essayer de vous montrer peut-être un arbre généalogique très rudimentaire de la famille. Voilà, donc simplement les deux parents, donc mes arrière-grands-parents, Elkan Lévy et Friedrich Lippmann, dite Fiete, et puis les 5 enfants, où j'ai surligné donc Edith et Irma. Kurt, c'est mon grand-père, l'avant-dernier, Manfred et Zenta, donc les deux aînés, je ne les ai pas connus non plus, hein. Je n'ai connu donc que ces deux-là, mais j'ai choisi de raconter l'histoire en m'appuyant plus précisément sur les 3 filles, peut-être parce que c'était des destins plus obscurs, et aussi parce que, du fait que c'était des femmes, elles me paraissaient peut-être un petit peu plus proches de moi. Alors je vous montre ce même arbre avec les dates. Voilà, donc là vous avez les dates de la famille et également le lien dans lequel je me suis placée de façon très très rudimentaire, puisque vous verrez tout à l'heure qu'il y a d'autres, évidemment il y a des époux et des épouses et d'autres enfants, petits-enfants, etc. Mais là, donc simplement pour vous situer, donc moi je suis ici, mes frères, mon père et puis mon grand-père. Voilà, donc c'est ma place, disons, dans cet arbre pour l'instant très 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 simple. Je vais vous montrer donc des photographies de mes arrière-grands-parents. Donc Elkan Lévy, c'est la seule photo que j'ai de lui. Alors je devrais dire plutôt, c'était la seule photo que j'avais de lui, puisque depuis que j'ai fini le livre, une cousine m'a envoyé une autre photo. Mais celle-ci, donc c'était la seule que j'avais, donc il est assez âgé. Et puis sa femme, donc Frédéric Edith Fiete, mon arrière-grand-mère. Et voici donc les 5 enfants, c'est la seule photo où ils soient tous les 5 ensemble, jeunes adultes et adolescents, disons, probablement vers 1918, donc un moment où l'aîné a presque 30 ans, l'aîné donc c'est Manfred, qui est déjà chauve, ici mon grand-père Kurt, donc il a une vingtaine d'années, et puis donc les 3 sœurs, Zenta, Edith et Irma. Irma, donc, il devait avoir à peu près 15 ans. Les tailles ne sont pas du tout respectées sur cette photo. On devine que les garçons ont dû monter sur un petit banc. Et surtout, Edith était beaucoup plus petite. Ils étaient tous tout petits, sauf Irma. Mais Edith était particulièrement petite et donc il est évident que là, elle a été un petit peu surélevée. Je vous montre ici avec les prénoms hein, et avec les dates de naissance, ce qui vous permet d'avoir un petit peu l'ordre
l'ordre des naissances. Donc, c'est surtout des 3 sœurs qui va être question. Et je pense qu'on peut tout de suite remarquer sur cette photo à quel point ces 3 sœurs sont différentes, à la fois dans leur visage et dans leur style. Chacune représente quelque chose. Il y a la jolie Zenta qui a déjà un chignon de femme mûre, Edith l'infirmière avec son étoile juive sur sa broche, et Irma qui a une tenue assez étrange dont je reparlerai. Alors cette famille vivait à Altona, qui à l'époque ne faisait pas encore partie de Hambourg. Voici donc un plan de Altona et Hambourg au début du siècle. Donc en gros, Hambourg, c'est cette partie-là de la carte, hein, en gros tout ça. Et puis Altona, donc ici. Et ici, j'ai indiqué le cimetière juif d'Altona, qui s'est avéré être un petit peu le cœur de l'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Altona sera rattachée à Hambourg en 1938 sous le nazisme, et elle en fait toujours partie. Elle est maintenant un arrondissement de Hambourg. Alors si on zoome un petit peu, là j'ai utilisé une autre carte pour zoomer parce qu'elle était meilleure. Donc voilà, ici on va avoir le cimetière juif dans ce pâté de maison, et la Blücherstraße, ici, qui est un peu coudée, qui longe cette rue, et qui est la rue où habitait la famille Lévy. Ça, c'est le Google Maps aujourd'hui. On voit que le tracé est exactement le même, et le cimetière juif est toujours là, à très peu de choses près, ce qui est quand même assez, assez rare. Pour voir plus précisément à quoi le cimetière pouvait ressembler à cette époque, je me suis rapporté à un autre plan, 1903-1904, où l'on voit qu'en fait ce cimetière était séparé en 2 parties, puisqu'il y avait la plus grande partie ici qui était la partie israélite allemande, Deutsch-Israelitischer Friedhof, et puis ici une partie séparée par un mur qui était le cimetière portugais, hein, puisqu'il y avait une importante communauté portugaise séfarade depuis le XVIIe siècle à Altona, parallèlement à la communauté israélite allemande. Il y avait un mur qui séparait ces 2 parties du cimetière, mais ce mur s'effondrait, hein, et aujourd'hui, il n'existe plus du tout. Aujourd'hui, les 2 parties sont jointes. Alors, quand je suis allée pour la deuxième fois, enfin, je suis allée pour la première fois en fait à Hambourg en 2018, donc c'est assez récent, et quand je suis retournée en 2022, j'ai pris cette photo de la Blücherstraße. Ici, on voit mon fils devant la porte de l'immeuble qui se trouve exactement à l'endroit où était l'immeuble de mes arrière-grands-parents. Voilà, donc ce sont des immeubles qui ont été complètement reconstruits après la guerre et qui sont tous identiques sur toute la rue. Et comme la première chose que j'avais pu savoir, que j'ignorais d'ailleurs en arrivant à Hambourg, c'était l'adresse, je ne voyais que ça, ce qui n'était évidemment pas très parlant a priori. Mais j'étais allée en fait à Hambourg en 2018 à l'invitation, enfin, ou à l'instigation d'une personne que j'avais rencontrée par mail, dont j'avais fait la connaissance par mail, une certaine Christina, qui ne souhaitait pas que je mette son nom dans le livre, donc je ne le dis pas non plus ici. Et cette Christina, qui est une personne extraordinaire, ne veut pas non plus qu'on dise qu'elle est historienne, mais qu'elle est biographe, et elle travaille bénévolement pour les Stolpersteine, donc les pierres d'achoppement qui sont dans les trottoirs de Hambourg, et pour écrire des biographies de juifs de Hambourg. Alors voici à quoi ressemble le bâtiment des archives où elle m'avait donné rendez-vous, donc c'était en novembre 2018. Et voici la salle de lecture, hein, donc avec Christina qui est en train de consulter un registre des naissances. Et dans cette salle de lecture, il y avait une espèce de petit cube vitré dans lequel nous nous sommes installés et où elle avait déjà préparé, avec une collègue qui s'appelait Suzanne, elle avait préparé tous les documents sur les 2 côtés de ma famille, non seulement celui de son grand-père, de mon grand-père dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi celui de ma grand-mère,
qui sera peut-être l'objet d'un autre livre, je ne sais pas encore. Voilà, donc voici cette espèce de petit cube vitré dans lequel nous pouvions parler, puisque comme ça, nous ne dérangions pas les autres lecteurs et lectrices de la bibliothèque, de la salle de lecture. Voilà. Donc ici, elle est en train de me montrer le recensement et le plan cadastral. Et ici, voilà ce qu'elle regardait tout à l'heure, c'est-à-dire le registre des naissances. Et on voit l'ombre de mon téléphone. Hein. J'ai pu photographier, en fait, ce qui est quand même assez extraordinaire, tous ces documents pour les consulter ensuite. Ça, c'est l'acte de naissance d'Irma, la dernière fille, le 26 janvier 1903. Et j'ai choisi de faire de cette naissance le point de départ de mon récit, de raconter l'histoire, donc à partir du moment où elle vient au monde, même si ensuite je fais quelques flashbacks vers la jeunesse de ses parents. Alors en fait, on voit beaucoup de choses très, très précises sur cet acte de naissance. Si on regarde de près, on voit par exemple qu'elle est née donc au 20 de la Blücherstrasse. P, la lettre P qu'on voit ici veut dire par terre, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que qu'elle est née dans l'appartement de fonction de ses parents qui tenaient une maison de retraite, hein, un hospice de vieillards. Et donc c'est dans cet hospice de vieillards, déjà ça n'est pas peut-être très ordinaire, c'est là qu'elle est née. On voit aussi donc ici, je vais avancer un petit peu plus, voilà. Ici, on voit un correctif dans la marge où elle change de prénom de par la loi en 1939 pour être reprénommée Sarah, comme toutes les femmes juives, hein, qui devaient toutes s'appeler Sarah, comme si Lévi, ça n'était pas suffisamment clair. Et ensuite, en 1948, correction, hein, on lui rend son prénom, donc on retire le prénom de Sarah. On a fait ça pour tous les juifs, y compris quand ils étaient morts, ce qui peut paraître un peu absurde, mais peut-être nécessaire. Voilà. Alors je reviens à la question des lieux et du plan cadastral que Christina m'a montré, et ça c'était quand même extraordinaire de voir la très grande précision des documents qu'elle a pu trouver sur les lieux où vivait la famille, puisqu'ici on voit donc au numéro 18-20, donc je ne sais pas si voilà, je sais pas si vous voyez mon curseur, donc ici, ce numéro 18-20, donc il y a un bâtiment avec derrière une cour, et si on regarde plus précisément, hein, on voit que la séparation d'avec le cimetière, c'est-à-dire ici, le cimetière, c'est tout ça, hein, n'est pas de la même nature que pour les autres immeubles. Ici, on avait probablement un mur et ici une grille, parce que ce bâtiment était en fait l'entrée du cimetière. En fait, on devait traverser la maison, qui contenait aussi une synagogue et qui contenait donc dans les étages l'hospice de vieillards, pour aller au cimetière. Alors vous allez me dire, c'est un lieu symboliquement très chargé, hein, puisque donc les vieillards arrivaient là et que c'était en plus la porte du cimetière. Donc c'est quand même et que les visiteurs du cimetière devaient traverser la maison de toute façon pour aller se rendre sur les tombes pour les diverses cérémonies. Alors il se trouve que ce cimetière était en fait à ce moment-là déjà désaffecté. Donc c'était plutôt symbolique, hein, pour les vieillards, mais enfin, ça veut dire que quand même, depuis les étages de la maison, sur l'arrière, ils avaient vu sur le cimetière, avec tout ce que ça peut avoir d'apaisant ou au contraire d'angoissant. Alors plus extraordinaire encore, Christina a trouvé un registre où on voyait les photographies de tous les immeubles de la rue avant qu'ils soient démolis par une bombe anglaise en 1941. Voici donc à quoi ressemblait le numéro 18-20, où se trouvait donc la maison de retraite, enfin l'hospice de vieillards, l'Altenhaus. Donc on voit ici les 3 fenêtres du rez-de-chaussée correspondant à l'appartement de fonction. De ce côté-ci, on avait une entrée et puis derrière la synagogue, la petite synagogue, et dans les 2 étages, les chambres des résidents, hein, des pensionnaires de l'hospice. Et autre trouvaille que j'ai trouvé assez extraordinaire de Christina, le plan
le plan de l'Alton House pour les travaux faits en 1892, c'est-à-dire le moment où cet immeuble ordinaire d'habitation a été transformé en hospice de vieillards. Et donc, on a toutes les transformations ici marquées en rouge pour le sous-sol et pour le rez-de-chaussée. Pour les étages, je ne les ai pas, je suppose qu'ils ont été moins transformés. Ce qu'on voit, c'est que le sous-sol a été, alors je vous montre plus en détail, donc ça c'est, pardon, le rez-de-chaussée. Donc ici, on a l'appartement de fonction avec 4 pièces, ça devait faire environ 60 mètres carrés, et on voit qu'il n'y a ni cuisine ni pièce d'eau. Et ici, donc la petite synagogue, une entrée, et puis un escalier qui va descendre au sous-sol. Il y a ici un autre escalier. Cet escalier-ci permet de se rendre dans la cour, l'arrière-cour, et depuis l'arrière-cour, donc d'aller dans le cimetière. Voici donc l'autre côté. Ici, donc on voit la petite synagogue et la chambre, et si on revient ici, donc on va voir le sous-sol. Dans le sous-sol, il y avait une grande cuisine, une buanderie, et puis des pièces utilitaires du type réserve à charbon, cellier, etc. Voilà. Autre trouvaille faite par Christina, mais cette fois-ci après mon voyage, donc elle me l'a envoyé numérisé par mail, c'est le livre d'instruction de l'économe de l'Alton House d'Altona. Alors il faut dire que mes arrière-grands-parents ont pris la charge de cet hospice quand ils avaient respectivement 26 et 30 ans, et qu'ils avaient donc peut-être besoin d'asseoir leur autorité vis-à-vis des résidents, qui en plus devaient les connaître depuis leur jeunesse, ou depuis peut-être leur enfance, dans le cas de mon arrière-grand-mère qui était originaire d'Altona. Et voilà, donc il y a des choses très précises, parfois assez amusantes. C'est pas très long, hein, ça fait une douzaine de pages, ce petit livret. Il est expliqué que l'économe doit se faire respecter par les pensionnaires. Voilà, donc ici, par exemple, on a les menus. Alors voilà, donc c'est assez précis. Donc on apprend que, par exemple, il y a une collation au milieu de la matinée vers 10 heures, où il mange un hamburger butterbrot. Alors, je me suis renseignée pour savoir si c'était un hamburger. Évidemment, c'est pas ça. C'est une espèce de sandwich avec une tranche de pain noir, une tranche de pain blanc et du beurre entre les deux. Voilà. Et ils vont avoir la même chose le soir, un peu agrémenté de diverses choses. Il y a des détails assez amusants. Par exemple, si Madame l'économe ne trouve pas de poisson frais au marché, eh bien, on donnera du poisson séché. Tout cela, bien entendu, doit être parfaitement cachère, parfaitement respectueux de toutes les dates de fête, etc. Voilà. Donc, ce règlement est vraiment une mine d'informations, et je l'ai presque entièrement transcrit dans le livre, tellement je le trouvais savoureux. Alors, il y a aussi, et là, cette fois, j'ai pu le voir directement, la beauté et la majesté de ce cimetière, qui est le vieux cimetière juif d'Altona. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui l'ont visité. On le visite maintenant par groupe et de façon assez rare, mais on peut le visiter. Et donc, je l'ai visité en mai 2022. J'imagine qu'il était peut-être moins mousseux à l'époque, mais pas fondamentalement changé. Et là, c'est le secteur allemand qu'on reconnaît à ses stèles verticales. Il y a là des tombes très anciennes, dont certaines avec de très très beaux bas-reliefs ou hauts-reliefs. Voilà, je vous en montre quelques exemples. Et dans un chapitre, j'ai imaginé le regard qu'un enfant pouvait jeter sur ces tombes, sur la beauté de ces tombes et sur ces dessins, ces histoires dessinées, avant de savoir lire. Alors, bien entendu, les enfants n'avaient pas le droit, ça j'en ai la certitude, d'aller dans le cimetière, mais on peut imaginer qu'ils pouvaient transgresser cet interdit. Je vous montre aussi une image
de la partie portugaise. Le secteur portugais comprend des tombes qui, au contraire, sont horizontales, et donc certaines ont cette forme à 4 pentes qui est très caractéristique. Il y a des tombes extrêmement belles aussi, notamment celle-ci dont j'ai pu voir la reproduction au musée d'histoire de Hambourg, avec une représentation, il semble que ce soit Esther, mais je ne sais pas exactement pourquoi, avec donc 2 jumeaux qui sont allaités. Ici, donc, c'est notre guide qui est un historien, Jonas Stier, qui nous présentait ce cimetière. Et dans la position où il tourne le dos, en fait, aux arrière-cours des immeubles de la Blücherstrasse. Il se trouve donc exactement à l'endroit où devait être l'ouverture par laquelle mon arrière-grand-père, Elkan, sortait avec les visiteurs, les endeuillés qui venaient se recueillir sur les tombes, puisque cela faisait partie de sa charge. Ça allait avec, disons, la maison de retraite, hein. Il devait entretenir, enfin, peut-être pas faire l'entretien littéralement des tombes, mais en tout cas prendre soin des lanternes, donc des veilleuses, les ramener dans la synagogue le soir et accompagner les visiteurs du cimetière et participer aux prières. Voilà. Alors si on revient maintenant à cette grille, donc voilà où se trouvait exactement la grille, j'ai longtemps après l'avoir vue compris qu'une des photos de mon arrière-grand-mère avait été en réalité prise exactement à cet endroit, hein, là où est écrit le numéro 33. Voilà, c'est cette photo-ci, où elle est en compagnie très probablement de sa belle-sœur Fanny, c'est-à-dire la sœur d'Elkan. Et donc elles sont en train, toutes les deux, d'enrouler une pelote de laine, hein, donc c'est aussi tout un symbole, hein, elles ont quelque chose un peu de parc comme ça, toutes les deux face au cimetière, qui est en fait dans le dos du photographe. Et donc là, on voit les 2 piliers qui soutenaient la véranda. Ici, donc, quelque chose qui n'est pas le rez-de-chaussée, comme on pourrait le penser, mais qui est en fait le sous-sol de la maison. L'arrière-cour était donc en contrebas, et ici l'escalier par lequel on descendait dans la cour, et c'est cet escalier que prenaient les visiteurs du cimetière. Et ici, donc, c'est la séparation avec l'immeuble voisin. Voilà, donc ça, ici, sont les 2 piliers, sur le plan, les 2 piliers qu'on voit sur la photo. Alors maintenant que j'ai un petit peu donné une idée du lieu, je vais revenir à Irma et à son enfance, et à ce que j'ai pu essayer d'après les documents. Il y a toujours des documents à l'origine de ce que j'ai pu broder et imaginer, mais une photo qui est probablement ma photographie préférée, c'est la seule photo d'enfance que j'ai de toute la fratrie, et c'est celle-ci, où l'on voit donc mon grand-père Kurt et sa petite sœur Irma, vers 1906 probablement, donc elle a probablement à peu près 3 ans et lui probablement 6 ans. Et ce qui est bon, c'est posant devant un faux jardin peint sur une toile avec des jouets prêtés, comme cela pouvait se faire à l'époque. Mais ce qui est, je trouve, assez touchant, c'est qu'il y a une photo d'eux prise environ 50 ans plus tard, à peu près dans la même position, et je ne sais pas s'ils ont fait exprès en fait de se mettre à peu près dans la même pose. Alors là, on voit qu'Irma est nettement plus grande que lui, et ils sont dans un vrai jardin, certainement en Israël à ce moment-là. Mais voilà, donc j'aime bien la juxtaposition des deux. Et on remarque d'ailleurs que la frange d'Irma est toujours exactement le même épi, un peu de travers. Alors, parmi les épisodes que j'ai imaginés de l'enfance d'Irma, il y en a un qui m'a particulièrement touchée, mais là, vraiment, je l'ai imaginé d'après des documents. C'est qu'en 1909, il y a eu à Hambourg un événement important qui était l'organisation de ce qu'on appelait le Völkerschau, c'est-à-dire des expositions ethniques, on dirait aujourd'hui des zoos humains,
dans le zoo Hagenbeck, qui existe toujours, et en particulier celle qui a eu le plus de succès, c'est-à-dire l'exposition Éthiopie. J'ai imaginé, et ça me paraît assez vraisemblable, hein, que la famille est allée visiter cette exposition et que la petite Irma, qui donc avait à ce moment-là avait 6 ans, a pu être fascinée par ces enfants et ces femmes éthiopiennes. Il y a évidemment un effet de miroir, hein, entre la façon dont ces êtres humains sont parqués et regardés avec ce qui se passera ensuite pour les Juifs, même si bien sûr ici il n'y a pas d'extermination, mais on voit déjà le racisme qui est profondément, disons, ancré, hein, dans le système politique allemand à cette époque-là, même si ça s'est aussi passé dans d'autres pays que l'Allemagne et notamment en France. Un autre élément, un autre lieu important de ces enfants, c'est l'école. Et l'école, comme le cimetière d'ailleurs, est miraculeusement encore debout. Alors c'est cette école, là je vous montre telle que je l'ai photographiée en 2022, Israelitische Töchterschule, donc l'école de filles juives de Hambourg, fondée en 1883, qui se trouve à la Karolinenstraße. Et je sais que ma grand-mère y a été élève, mais je n'ai pas la certitude que mes grands-tantes y ont été. Ça me paraît quand même très probable. Il est possible aussi qu'elles aient été élèves de plusieurs écoles parce que les élèves changeaient parfois d'école. Alors j'ai pu visiter cette école en 2022 grâce à Christina. Alors vous voyez, là, à l'époque on portait des masques. Donc à gauche, vous avez la directrice de ce qui est maintenant un centre mémoriel, puisque c'est devenu un centre de la mémoire juive, mais aussi une université populaire. Donc Anna von Villiers qui est à gauche, et puis Christina et son compagnon Heiko qui sont à droite, dans une classe qui a été conservée en l'état de 1924, qui est la classe de chimie, où se trouvent des objets conservés, des dessins d'enfants, etc. Il y a dans l'école une exposition qui montre des photographies des élèves. Alors c'est 1924, donc c'est nettement plus tard que le moment où Irma a pu y être élève, mais ça donne quand même un petit peu une idée de l'atmosphère d'une école qui était très moderne, hein, très, très libérale, notamment grâce à sa directrice, hein, qu'il a dirigée pendant 40 ans, qui s'appelait Marie Marcus, et dont je parle aussi dans le livre, qui avait étudié en Angleterre et qui était particulièrement progressiste. Voilà, j'ai eu la chance, au mois de mai de cette année, de présenter mon livre dans cet endroit, donc de retourner dans cette école, ce qui était évidemment particulièrement émouvant. Alors, je reviens maintenant à Irma pour évoquer un petit peu plus cette grand-tante qui m'apparaissait déjà quand j'étais enfant comme un peu hors norme, pas sérieuse, se comportant souvent comme un enfant, très insolente, très drôle. Elle avait quelque chose d'un clown, elle avait des mouvements un peu de pantin. Et je me suis demandé, en regardant cette photo, quel était le costume qu'elle portait, pourquoi elle avait cette espèce de vareuse lacée, et cette coiffure d'ailleurs un peu de guingois, comme si elle n'avait pas pris le temps de se coiffer pour la photo. Et donc à une quinzaine d'années. Et peut-être que vous aurez d'autres pistes à me donner sur ce costume, mais il m'a semblé que ça ressemblait à ce que portaient à l'époque les femmes qui faisaient du sport. Alors là, c'est une footballeuse anglaise. Je ne pense pas que les jeunes filles juives jouaient au football à Hambourg en 1916 ou en 1920, mais il est possible que ce soit un maillot de gymnastique. Irma était très sportive, et donc il est tout à fait possible qu'elle ait posé sur cette photo de famille en sportive à une époque où le sport était très valorisé, y compris chez les juifs, comme une façon de se détacher de l'image du juif pur intellectuel et maladif des shtetl, et pour appartenir donc à une sorte de nouvelle génération plus puissante. Ici, on voit, qui doit dater d'environ 1909, qu'elle aimait un style un peu garçonne, hein,
comme les femmes en portaient à l'époque pour les randonnées ou les parties de sport, mais pas seulement. Elle apparaît sur pas mal de photos avec chemise et cravate et la coupe à la garçonne qui semblait lui convenir particulièrement bien. Donc on voit qu'elle s'écartait du modèle très féminin. On peut dire qu'elle avait un côté queer avant la lettre. Une image du quartier, hein, ça c'est le pâté de maison en fait, un petit peu plus loin. Et puis ici, un endroit important qui est la place du marché aux poissons, qui se trouve au bord de l'Elbe et qui a assez peu changé, le Fischmarkt, donc où vraisemblablement Fiete allait acheter le poisson pour nourrir les pensionnaires de l'asile. Alors je vais te parler un petit peu maintenant d'Elkan, l'arrière-grand-père, parce qu'il y a un épisode sur lequel je suis tombée par hasard. Je cherchais sur Google Elkan Lévy. Alors, si on cherche Lévy Hambourg, évidemment, on ne trouve rien parce qu'on trouve trop de choses. Mais par chance, il avait un prénom très rare. Et ça m'a permis de le trouver sur des registres de cimetières. Et on a un registre du cimetière de Borkamsweg alors j'ai supprimé les noms, mais ce sont des soldats donc morts pendant la Première Guerre mondiale, des soldats de la communauté juive de Hambourg, juive allemande, dont les corps ont été récupérés par Elkan Lévy et réenterrés à Hambourg. Et ça m'a paru absolument extraordinaire. Évidemment, je pensais, en tout cas en France c'était le cas, et en Allemagne sans doute aussi, qu'il était totalement interdit d'aller déterrer les morts. Et en plus de ça, que c'était très dangereux parce qu'il fallait aller quand même sur le théâtre de la guerre. Et donc je me suis renseignée, Christina s'est renseignée à son tour, et donc apparemment ça s'est fait, hein, pour que les morts soient enterrés en terre consacrée. Et il y a 4 noms comme ça, 4 soldats qui ont été transférés. 2 nommément par Elkan Lévy, les 2 autres, j'avoue, je les lui ai attribués un peu d'autorité. Le nom n'était pas précisé. Et ça veut dire que cet homme qui n'était déjà plus tout jeune a fait le voyage, hein, pour aller en Belgique ou en France, chercher des morts, les déterrer, et surtout faire le voyage dans l'autre sens avec le cadavre, hein. Avec le cercueil, j'imagine dissimulé. Donc j'ai pensé qu'il pouvait les dissimuler dans les caisses et voyager en bateau pour revenir à Hambourg et les enterrer en terre consacrée. Je trouve que c'est une aventure assez poignante qui lui donne une dimension particulière. Il a ce visage que je trouve très bon. C'est une époque où les gens souriaient rarement sur les photographies, hein, et il a quelque chose de très avenant. Voilà, donc imaginez qu'il se soit lancé dans cette aventure. Ça me semblait pouvoir faire l'objet d'un chapitre à part. Voilà, je vais dire maintenant quelques mots sur Edith, qui, à la fin de la guerre, s'est formée comme infirmière. Et en zoomant sur sa coiffe, on peut lire UOBB, donc Unabhängiger Orden Bnei Brit, qui est donc le nom des fils de l'Alliance, donc de cette organisation américaine juive qui finançait les formations d'infirmières pour les jeunes filles juives pendant la guerre, et qui attendait d'elles en échange un service dans les hôpitaux. J'ai pu apprendre qu'une partie de sa formation s'était faite au Danemark, mais qu'elle était ensuite revenue en Allemagne. Et donc j'imagine qu'elle a dû soigner des soldats blessés. Et donc ça devait être une formation particulièrement dure et marquante. Voici ici Edith, un petit peu plus âgée, dans l'appartement de fonction de l'Altenhaus. J'ai d'autres photographies prises dans cet appartement. On voit que c'est toujours dans la même pièce qui devait être le salon, hein, qui n'était pas une grande pièce, mais qui était apparemment assez joliment meublée. Donc ici, on voit Fiete, Irma, Edith. Ça, c'est la photographie que j'ai envoyée à Yad Vashem pour illustrer la page de mon arrière-grand-mère.
Voilà, je vais dire maintenant quelques mots de Zenta. Zenta s'est mariée à la fin de la guerre avec un certain Martin Seligman, qui travaillait pour la firme Hirsch, une entreprise qui vendait du cuivre. Ici, on la voit peu après son mariage, donc je suppose vers 1920 peut-être plutôt, ici donc travaillant à la machine à écrire. J'ai pu trouver aussi des cartes postales montrant les rues de Halberstadt dans lesquelles ils avaient habité. Donc d'abord la Lindenweg, donc est une avenue, non, pardon, ça c'est la deuxième rue où ils ont habité, donc une rue très élégante. Et j'ai même trouvé une représentation de l'immeuble précis, qui était en fait une ancienne clinique transformée en appartement. Et donc c'est amusant parce que finalement c'est la transformation inverse de celle de l'Alten House. C'est dans cette maison qu'elle allait mourir en 1939, hein, donc 1933, pardon, peu après l'avènement d'Hitler, d'un cancer. Après avoir eu 2 garçons, je n'ai de photos que de l'aîné, qui s'appelle Kurt. Comme il s'appelle comme mon grand-père, je l'ai appelé Kurtchen pour faire la différence. Donc le fils est né en 1921, mais on voit que son petit frère était déjà né puisqu'il y a 2 lits derrière lui. Alors, j'ai su aussi par une fiche retraçant les déplacements que Irma est allée les voir en 1923, en octobre, après la naissance du deuxième, au pire moment de l'inflation, hein, de l'hyperinflation, où les enfants construisaient des maisons avec des liasses de billets, et où la firme Hirsch avait imprimé des billets, hein, comme toutes les autres entreprises, en fait, pour payer ses employés. Et là, par exemple, c'est un billet de 20 milliards de la firme, donc Hirsch Kupfer und Messienwerke, employeur de Martin. Voilà, donc la dernière photo de Zenta vers 1930, qui est donc après sa mort, Edith, qui l'avait soignée et qui lui avait promis d'épouser Martin et d'adopter les garçons, a tenu sa promesse. Elle a donc cessé momentanément d'être infirmière, puisqu'elle ne pouvait pas être infirmière et épouse en même temps. Mais elle redeviendra en fait infirmière après leur émigration en Palestine, puisque en 1934, Kurt, d'abord, émigre en Palestine, parce que sa femme Sarah, donc ma grand-mère, était sioniste, ce qui était une assez bonne idée à l'époque. Ils avaient eu un enfant, mon père, en 1933, et donc ils sont partis tous les trois pour la Palestine fin 1934. Et l'année suivante, Edith et son mari sont partis à leur tour. Et là, il y a un épisode que j'avoue avoir imaginé, mais qui me tentait beaucoup, qui était, ça j'en parle pour Claire parce qu'elle m'a posé la question, il existait, la firme Hirsch, en fait, qui avait des surplus de cuivre, a imaginé de faire des maisons préfabriquées de cuivre. Voici le catalogue, donc, qui pouvait s'appeler Kupferkastel, hein, ou Kupfermärchen, donc château de cuivre ou conte de fées de cuivre, et avait en particulier développé une collection. Là, on voit qu'on pouvait choisir les revêtements intérieurs de diverses couleurs, divers reliefs, etc. Une collection en 1933 pour la Palestine, qui était censée être plus résistante à la chaleur, et qui s'appelait Tel Aviv, Jaffa, Haïfa, Lebanon, etc. Voilà. Et ça, ce sont des publicités parues dans la Jüdische Rundschau pour ces maisons de cuivre. Il y en a une, il en existe encore quelques-unes en Allemagne et en Israël, celle-ci donc près de Haïfa. Voilà. Ici, on voit mon père avec ses parents voguant vers la Palestine en octobre 1934. Et alors celle-ci, je la trouve très drôle. C'est mon grand-père à l'arrière de la moto de son beau-frère Martin Seligman. Malheureusement, ce n'est pas leur maison qui est derrière, et en tout cas, ce n'est pas une maison de cuivre. Mais voilà, je les trouve très drôles tous les deux, et surtout mon grand-père avec ses petites lunettes de moto. Probablement son appareil photo dans la boîte devant lui, puisqu'il était photographe. Est-ce que tu peux me dire, Claire, combien de temps j'ai encore? Parce que j'ai l'impression que j'ai
Eh bien, écoute, je ne sais pas combien de temps je vais jouer au jeu de répondre à une question par une autre question, pour rester dans le thème. De combien de temps as-tu besoin? Euh, Est-ce que je peux parler encore 7 minutes? Bien volontiers, Ça va? bien volontiers. Je t'en Alors, prie. voilà. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Fit, mon arrière-grand-mère, comme un certain nombre de personnes à l'époque, et ça paraît aujourd'hui complètement fou, suivi ou rejoint, je ne sais pas exactement, la famille en Palestine, mais ça ne lui a pas plu, et elle est rentrée en Allemagne. Alors, il s'est passé qu'elle a eu un accident, elle s'est blessée à la main, et c'est ce qui a motivé ce désir de retour. Il fallait qu'elle rentre en Allemagne pour se faire soigner. Mais la réalité, c'est sans doute que l'Allemagne était sa patrie, l'Allemagne était son pays, et qu'elle est rentrée. Elle est rentrée chez elle, c'est-à-dire, puisqu'elle avait pris sa retraite après avoir dirigé l'hospice, l'Altenhaus pendant 40 ans, elle est rentrée dans une fondation où elle était logée en tant que retraitée, qui s'appelait la Fondation Hertz, à Altona. Ça n'existe plus. Là aussi, Christina m'a trouvé ses plans absolument magnifiques. Ici, on la voit avec la belle-sœur Fanny, la même. Donc, elles partageaient un appartement et elles sont en train d'écouter la radio et de lire les journaux en même temps, ce qui n'est pas très vraisemblable. Et sur une autre photographie, dans le même appartement, ou plutôt, là, je pense, chez mon autre arrière-grand-mère, là, ce sont mes deux arrière-grand-mères, Fiete et Reisel, dans une cuisine avec ici un pèse-bébé pour le futur bébé, donc premier petit enfant, première petite fille de mon arrière-grand-mère Reisel, mais on est voilà, donc elles étaient voisines, probablement amies, et donc voilà, elles vont ensuite toutes les deux disparaître dans la Shoah. Alors Irma, elle, s'était installée à Cologne, où Manfred habitait déjà, et elle est devenue, après avoir travaillé un certain temps comme secrétaire, elle est devenue infirmière, relativement sur le tard, disons, enfin sur le tard. Elle avait 25 ans, c'est pas vraiment très tard, mais elle avait fait autre chose avant. Sachant que tous ces enfants avaient tous arrêté l'école à 15 ans. Elle travaille dans le très bel hôpital juif de Cologne, hein, qui était particulièrement moderne, et où j'ai situé, parce que j'ai trouvé des témoignages très intéressants, son expérience de la nuit de cristal, puisque l'hôpital a été attaqué, comme beaucoup d'hôpitaux juifs, pendant la nuit de cristal. Euh, voilà, donc là, je passe sur ces images-là. Et je voudrais dire aussi quelques mots de Manfred, donc, qui lui habitait également Cologne, qui s'était marié donc, avec Bertha Berend et avait 3 enfants. Donc ici, on voit la famille de Manfred et Bertha avec ces trois enfants. Et Manfred et Bertha n'ont pas pu quitter l'Allemagne faute d'argent. Ils ont dû, il semble qu'ils aient essayé d'emprunter de l'argent à leur beau-frère Martin, mais que Martin n'ait pas pu ou pas voulu prêter d'argent. Et donc tout ce qu'ils ont pu financer, c'est le départ des enfants qui ont été sauvés par les Kindertransport, c'est-à-dire transport vers l'Angleterre. Alors là, ce ne sont pas eux, hein, ce sont des images trouvées sur Internet, mais ça donne une idée. Ils étaient un peu plus grands que ça. Et ici, alors c'est amusant parce que c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, mais où est leur fils aîné, et sa fille me l'a bien certifié. Donc il est là, Ernst Lévy, donc dans la cour de l'école juste avant le départ pour l'Angleterre. Donc heureusement, ces 3 enfants ont été sauvés, mais leurs parents ont été déportés à Riga, où ils sont morts, on ne sait pas quand ni comment. Et mon arrière-grand-mère Reisel, donc vous avez vu sur la photo, la mère de Sarah, a été déportée à Łódź et à Chelmno. Et puis Fiete et Irma ont été déportés à Theresienstadt. Donc ça, c'est une vue du ghetto de Riga. Ils ont été déportés parmi les tout premiers Allemands. Je crois que c'était le premier convoi allemand, en fait, en décembre 1941. Et Irma, donc, elle, qui était à Cologne, a été dans un premier temps, disons, parquée au camp de transit de Müngersdorf, près de Cologne, où les Juifs de Cologne, c'était un peu, disons,
comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le, le Pithiviers ou quelque chose comme ça de, euh, de Cologne, où donc on n'en a pratiquement qu'une photo, hein, où on voit un petit peu une espèce de campement. Et puis, j'ai pu me faire envoyer par les archives de Hambourg une lettre de demande de réparation où Irma fait la liste des objets qu'elle avait laissés dans sa chambre, dans son appartement de fonction, à l'hôpital, et qui donne une idée en fait de ces très maigres, de ces très modestes possessions, mais où il y avait quand même un électrophone et 50 disques, qui étaient apparemment le trésor de ce qu'elle possédait. Ensuite, donc ici, on voit la liste du convoi dans lequel elle a été déportée, le convoi 3-5 du 19 septembre, où on voit qu'elle est donc célibataire et infirmière. Ici, donc, sa fiche de Theresienstadt avec les différents lieux qu'elle a habités successivement. Ça, je pense que c'est une fiche qui a été faite au moment de la libération du camp. Et d'après cet ouvrage très bien documenté de Adler, j'ai pu identifier donc le fait qu'elle était en fait logée au moins 2 fois dans des hôpitaux. Voilà, je vais passer sur les images de Theresienstadt qui ne sont pas des images liées directement à l'histoire. Sinon, peut-être celle-ci, hein, les dessins de Friedrich Fritta qui sont très précieux pour se rendre compte de ce qu'était la réalité de la vie de Theresienstadt, hein, l'entassement dans les greniers et les empilements de cercueils. Ici, le certificat de décès de Friedrich Lévy, donc ça c'est en ligne sur le site tchèque de Theresienstadt, et là on voit en fait le mensonge, enfin l'un des grands mensonges de Theresienstadt qui était de produire comme ça des certificats de décès tout à fait sérieux, tout à fait bien remplis, avec toutes les cases bien, mais en réalité elle était morte de faim et du typhus, et on prétend qu'elle est morte d'un carcinome de l'intestin, qu'elle avait peut-être aussi, mais qui ne l'aurait pas tuée aussi vite. Et alors bizarrement, c'est corrigé, c'est barré, et c'est écrit cirrhose biliaire et bronchopneumonie. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un a corrigé? Je ne sais pas. Voilà. Donc, Fiete, mon arrière-grand-mère, est morte au camp de Theresienstadt, mais Irma a survécu, peut-être grâce au fait qu'elle était infirmière et que ça donnait un sens à sa vie. Et elle a été ensuite envoyée au camp de personnes déplacées de Deggendorf, en Bavière, qui était un lieu où avait lieu encore chaque année, et ça a été jusqu'en 1991, une procession annuelle qui s'appelait la Grâce de Deggendorf et qui célébrait un pogrom de 1338. Bon, c'était quand même un drôle d'endroit pour des juifs qui sortaient des camps, mais j'imagine que de toute façon, il y avait eu des pogroms un peu partout. Et c'est un endroit où il y avait énormément de mariages. Alors ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Irma ne s'est pas mariée là-bas, hein. S'est pas mariée du tout d'ailleurs, mais on peut imaginer, j'ai imaginé qu'elle avait pu assister à un mariage. Il y avait beaucoup de mariages et beaucoup de conceptions d'enfants. Ici, c'est un journal américain, Aufbau, journal des Juifs allemands de New York, où on voit donc les survivants du camp de Deggendorf. Donc, c'est des listes qui étaient publiées à destination des familles. Et donc, ici, on voit Lévi Irma, 26 janvier 1903, Hambourg. Je ne sais pas si c'est par cette annonce que sa famille a appris, comme Sarah avait un frère à New York, ou j'imagine que dans les autres pays, il y avait aussi comme ça, des listes, comme il y en avait par exemple en France au Lutetia. Ça, c'est la fiche de demande de visa. J'ai trouvé ça sur les archives d'Arolsen qui sont en ligne, d'Irma, en 1947, je crois, 45, pardon. Et donc, dans le camp de Deggendorf, elle fait cette demande de visa pour la Palestine, pour aller rejoindre son frère et sa sœur. Et on voit qu'à ce moment-là, elle sait l'allemand et l'anglais, mais qu'elle ne sait pas encore l'hébreu, ou qu'en tout cas, elle ne le signale pas. Voici une photographie d'Irma en 1948. Voilà. Et je vais
terminer, je pense, là-dessus. Je vais quand même vous montrer un petit aperçu de l'arbre généalogique plus complet, avec ici des points de suspension, parce que je n'ai pas pu mettre tous les descendants, hein, mais il y en a beaucoup, du côté donc, de 2 des 3 enfants sauvés par Kindertransport. Ceux-ci sont en Australie, ceux-ci sont au Canada ou aux États-Unis, et puis mes frères et moi. Voilà. Et pour la continuité, voilà, je terminerai sur cette photographie de ma grand-mère Sarah en train de montrer des photos de famille à mes enfants en 1997. Et je vous remercie. Mais merci. Merci à toi. C'était passionnant. Aussi passionnant que le livre est aussi assez différent du livre, parce que là, ce ne sont pas des mots, mais c'est des images que tu accompagnes par des mots. Et c'est aussi pour nous, hein, qui sommes un cercle de généalogie, comme un modèle d'une démarche généalogique. Vraiment, c'est très, très, très intéressant à double titre.